Bonjour Docteur Causon, ravi de vous retrouver pour ce 10e épisode où nous allons parler, vous allez nous expliquer les mécanismes immunologiques de ces maladies. Alors, ces maladies, syndrome de fatigue chronique et fibromyalgie, pour moi, sont des maladies liées à une hyperréactivité lymphocytaire, c'est-à-dire des globules blancs. Les lymphocytes, c'est une partie des globules blancs qui réagissent de manière anormale, élevée, à des antigènes que l'on a tous. Ce sont des antigènes que l'on trouve au niveau des muqueuses, soit au niveau de la muqueuse nasale, ce sera le plus souvent le staphylocoque doré, au niveau des muqueuses intestinales, ce sera plutôt le Candida albicans. Il y a vraisemblablement d'autres micro-organismes en cause, mais que je n'ai pas pu tester quand j'avais le laboratoire. Mais je pense que d'autres micro-organismes comme les mycoplasmes, par exemple, ou les chlamydia, sont des candidats potentiels à l'explication de fatigue persistante lorsque le staphylocoque ou le Candida albicans ne sont pas en cause. Est-ce qu'on peut avoir les deux, Candida albicans, staphylocoque? Oui, on peut avoir les deux. Sur plus de 700 patients qu'on avait testés avec le docteur Brunet, nous en avions 57% qui étaient sensibles, réactifs au Candida albicans, 48% staphylocoque doré, et à l'un et à l'autre, c'était 67%. In vitro, c'était des réponses in vitro, mais qui matchaient très très bien en fait avec les réponses aux tests cutanés que faisait le docteur Brunet à ce moment-là. Staphylocoque doré, je me souviens, souvent vous nous faisiez mettre une petite pommade dans le nez. Voilà, donc quand c'est positif, on fait un test pour vérifier s'il y en a ou pas, ce qui est fréquent, hein. 10 à 15% de la population en permanence et 30 à 40% de manière intermittente. Mais il faut traiter, à mon sens, ce portage localement, sans antibiotiques par voie générale, mais uniquement local. Donc c'est une pommade, l'acide fusidique, la fusidine ou la mupirocine, autrement appelé parfois le Bactroban ou le mupiderme. Voilà, donc ces patients ont trop de lymphocytes qui réagissent à ces micro-organismes. Et donc, chaque fois que ces micro-organismes vont être présents, soit au niveau du nez, soit au niveau du tube digestif, les lymphocytes présents au niveau des muqueuses, 70% de notre système immunitaire est au niveau des muqueuses, ces lymphocytes vont s'activer et fabriquer donc une substance un peu particulière qui s'appelle l'interféron. L'interféron, ça a été décrit il y a très longtemps, il y a plus de 50 ans, dans les années 50-60, qui interférait en fait avec la multiplication des virus. Donc c'est produit par des globules blancs pour dire à d'autres cellules bloquer la réplication des virus, puisque les virus se répliquent normalement dans une cellule. Donc cet interféron nous sert à combattre les virus, mais va induire aussi d'autres choses qui sont présentes dans les maladies infectieuses. C'est de la fièvre parfois quand ils sont à grande quantité, parce que les virus n'aiment pas se retrouver à 38, 39, 40 degrés, de même que les bactéries d'ailleurs, et vont entraîner aussi des courbatures. Lorsque l'on injecte de l'interféron à des patients, on induit une dépression parfois sévère, mais on induit aussi des courbatures, comme si les gens avaient fait un marathon. Donc ceci, c'est lié à cette substance qui va agir en fait sur un certain nombre de cellules, en particulier sur d'autres globules blancs qui s'appellent les macrophages. Et ces macrophages, quand ils vont avoir un signal par de l'interféron, vont activer plusieurs types d'enzymes. D'une part, une enzyme qui s'appelle la NO-synthase, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer du NO, du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est produit à partir d'un acide aminé qui s'appelle l'arginine. Et ce NO va s'accoupler avec des ions superoxydes pour donner un peroxynitrite. Oula, ça devient compliqué, qui va avoir une action en fait sur des récepteurs particuliers, les récepteurs NMDA, qui sont des récepteurs en fait qui bloquent la transmission nerveuse. Et on est tous sensibles à beaucoup de choses. Quand on appuie, bon, c'est sensible, mais c'est pas douloureux. Lorsqu'on a des douleurs, en général, au début, la transmission se fait, mais au bout d'un certain temps, il y a un blocage de cette transmission par des récepteurs NMDA. Et en fait, le peroxynitrite va bloquer en fait ces récepteurs NMDA qui sont des inhibiteurs de transmission de douleur. Donc ces patients, c'est un peu comme si on les stimulait en permanence avec un stimuli très douloureux qui n'est plus bloqué par les systèmes normalement régulateurs de douleur. Donc ça, c'est une des actions de l'interféron. La deuxième action, c'est d'agir en fait sur une autre enzyme qui va transformer en fait la sérotonine en kynurénine et en acide quinolinique. Et c'est le tryptophane qui normalement est le précurseur de la sérotonine, qui est transformé en fait en acide quinolinique, qui va agir lui aussi
sur les récepteurs NMDA pour exacerber les douleurs. D'autre part, comme il y aura moins de sérotonine, puisque le tryptophane ne sera plus transformé en sérotonine, en fait, l'absence de sérotonine va rendre les gens beaucoup plus anxieux et sensibles au stress. Donc ça, c'est les mécanismes, je dirais, biochimiques qui sont en cause, à mon sens, de manière préférentielle dans ces pathologies. Ça a été montré d'ailleurs que ça prédominait sur certains noyaux au niveau du cerveau par des expériences d'IRM et qui ont montré qu'il y avait des foyers très particuliers qui étaient soit hyperactivés, soit au contraire désactivés dans la fibromyalgie, exactement les mêmes noyaux que lorsque l'on injecte de l'interféron chez les patients. Et comment pallier à ce problème? L'interféron, vous nous donniez du chardon-marie, il agissait sur... Alors, vous avez raison, il y a le chardon-marie, il y a une substance qui s'appelle la silimarine, qui a une action en fait d'inhibition in vitro de l'activation de lymphocytes par du Candida albicans et du staphylocoque doré. C'était une publication que j'avais trouvée dans les années 2006-2007 qui montrait que in vitro, la silimarine était active et en fait, ça résonnait bien avec ce que certains patients m'avaient dit avoir été amélioré par du chardon-marie, alors que je ne comprenais pas pourquoi le chardon-marie pouvait améliorer ses patients. Chardon-marie qui, en fait, est là pour soutenir le foie. Alors, c'est une des actions qui a une autre action, justement, inhibitrice au niveau des lymphocytes. Et pendant longtemps, j'ai pu donner un médicament qui s'appelait le Légalon, qui contenait de la silimarine, Qui n'existe plus. Qui malheureusement n'existe plus parce que ça n'intéressait pas le fabricant. C'était un médicament ancien. On est très vieux. Et dont la date de brevet était dépassée. Et donc, quand j'avais proposé au laboratoire de faire un essai en double aveugle, ça ne les avait pas intéressés parce qu'ils ne pouvaient pas en tirer profit, même avec une nouvelle utilisation, parce que c'était un médicament qui aurait pu être copié sans aucun problème par des génériques. Mais on en trouve maintenant du chardon-marie dans les laboratoires, Pilège, d'Escuyer, qui sont bien dosés d'ailleurs, puisque moi j'en prends, je me fais souvent des cures, et c'est vrai que ça améliore considérablement. Voilà, ça améliore à peu près 50% des patients. Et c'était un des traitements les moins chers par rapport à d'autres traitements qu'on peut donner. On parlera peut-être par la suite aussi de l'effet sur les mitochondries. Et il y a des médicaments qui stimulent les mitochondries qui sont plutôt déprimées par l'interféron et qui, lorsqu'on les booste un petit peu, permettent effectivement d'améliorer la fatigue chez certains patients, mais ce sont des traitements qui reviennent plus chers. Maintenant, docteur, comment peut-on bloquer cette activité lymphocytaire? Alors, l'activité lymphocytaire, on a parlé de la silimarine, mais je pense que c'est pas la première chose à faire. Comme dans toute allergie, la première chose à faire, c'est d'essayer de se débarrasser de l'allergène, de supprimer l'allergène. Lorsque vous êtes allergique à la poussière, vous évitez de rentrer dans une pièce où il y a plein de poussière. Lorsque vous êtes allergique à certains pollens, vous évitez de sortir quand il y a du pollen dans l'air. Bien là, c'est un peu la même chose, mais c'est pas du pollen, c'est pas de la poussière, mais c'est le Candida albicans ou le staphylocoque doré qu'il va falloir essayer de limiter. On n'arrivera jamais à s'en débarrasser complètement, mais il faut diminuer ce qu'on appelle la charge, la quantité qui sont présentes chez un individu. Donc pour le staphylocoque doré, on va d'une part vérifier qu'il n'y ait pas de foyer de staphylocoque. Alors on va rechercher systématiquement la présence de staphylocoque doré au niveau du nez et on le traitera localement s'il est présent. On va regarder aussi s'il n'y a pas de l'eczéma. Dans l'eczéma, il y a souvent du staphylocoque doré et souvent c'est bien corrélé avec la présence de staphylocoque doré dans le nez d'ailleurs. Et tous les foyers infectieux comme les foyers dentaires. J'ai l'habitude de faire des panoramiques dentaires chez les patients pour rechercher entre autres les granulomes inflammatoires qui sont souvent des granulomes qui sont bien stabilisés, qui ne sont pour les dentistes qui ne sont pas enlevés, mais en fait ce sont souvent des foyers dans lesquels il y a quelques bactéries qui sont bien contenues par le système immunitaire, mais qui sont toujours présentes et qui peuvent se réactiver et activer en permanence la sécrétion d'interféron gamma. Traiter aussi tout ce qui est furoncle et infections cutanées où on peut avoir du staphylocoque doré. Donc ça, essayez de s'en débarrasser parce que c'est un foyer de stimulation permanente. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait au moins 15% de la population qui a du staphylocoque en permanence et 30% de manière intermittente, on voit que chez les patients qui ont un certain nombre de fatigues chroniques et qui sont sensibles au staphylocoque, il faut essayer de diminuer cette présence. Donc ça, j'allais dire, c'est ce qui est presque le plus simple. Par contre, le plus compliqué, c'est de se débarrasser ou de diminuer la charge en Candida albicans. Le Candida albicans est une levure qui est présente chez
pratiquement tous les individus. Ça aurait peut-être même un effet chélateur de métaux lourds, et ça n'a pas été démontré de manière scientifique à ma connaissance, mais ça a été évoqué. Par contre, ce Candida albicans se nourrit de tout ce qui est sucre et farine de blé essentiellement. Avec ces fameux hydrates de carbone. Voilà, c'est les hydrates de carbone, donc ce sont des sucres qui nourrissent de manière préférentielle, en fait, les levures. Prenez de la farine de blé, rajoutez un peu d'eau. Il est assez facile de faire du levain en laissant quelque temps cette farine en présence d'eau. Prenez des farines comme de la farine de seigle, rajoutez de l'eau. Avant d'avoir du levain de seigle, c'est beaucoup plus long et compliqué, à tel point que très souvent, pour faire du levain de seigle, les boulangers rajoutent 30% de farine de blé pour que ça lève un peu, sinon ça lève pas. Vous préconisez une alimentation sans levure et sans blé, mais à ne pas confondre avec le sans gluten. Oui. En fait, le gluten, c'est une protéine qui pose des problèmes chez les patients qui ont une maladie cœliaque parce qu'il fabrique des anticorps anti-transglutamina. C'est un petit peu compliqué, mais peu importe, mais c'est pratiquement une maladie auto-immune, mais qui est une maladie génétique. Là, ce n'est pas un problème de gluten. Les patients, en général, peuvent prendre de l'orge, de l'avoine ou du seigle qui possèdent du gluten, mais qui ne va pas stimuler leurs lymphocytes pour fabriquer de l'interféron. Voilà, donc c'est la grosse différence. Et il faut parfois, au contraire, se méfier des blés ancestraux, comme l'épeautre et le kamut, qui ont les mêmes hydrates de carbone, les mêmes sucres que la farine de blé, et qui vont pouvoir nourrir des levures comme le Candida albicans ou la Saccharomyces, la levure de bière. Donc, il y a le blé qu'il faut éviter et le sucre, mais aussi les levures. Oui, alors les levures vivantes qui vont pouvoir prendre place en fait dans le microbiote, dans la flore intestinale normale, et donc il faut éviter d'en apporter parce qu'elles vont stimuler souvent les lymphocytes. J'en veux pour preuve certains de mes patients qui ont pris de l'ultralevure, parce qu'à l'époque c'était remboursé, et qui ont été aggravés par l'ultralevure alors qu'ils étaient améliorés par d'autres probiotiques qui n'étaient pas remboursés. Donc, en fait, il faut essayer de réguler, de rétablir un équilibre de la flore normale des muqueuses. Donc, dans cette flore, il y a des bactéries, des bonnes bactéries, les probiotiques plutôt, et des moins bonnes micro-organismes comme les levures. Donc, c'est comme je l'avais dit déjà, ces deux entités se combattent l'une l'autre. Les levures fabriquent plutôt des antibiotiques pour diminuer les microbes, les bactéries normales, et les bactéries normales vont fabriquer des antifongiques pour limiter aussi la multiplication des levures. Donc en fait, en permanence, c'est un équilibre qui va se faire dans notre intestin. Cet équilibre est lié à un répertoire qui a été acquis en fait dans nos 2 premières années de vie. À la naissance, notre intestin est vide de bactéries, mais très rapidement, la naissance dans le défilé gynécologique de la femme va contaminer en fait les voies digestives de l'enfant. Puis le lait maternel va entretenir aussi pour fabriquer ce répertoire, avec un répertoire qui est à peu près acquis vers l'âge de 2-3 ans. Notre répertoire est maximum à cet âge-là, et après on ne fait que perdre un certain nombre de bactéries de ce répertoire. Et plus on perd de bactéries, moins il ne se rééquilibre facilement. Alors on le perd pour différentes raisons. On peut le perdre à cause de l'alimentation. Si vous avez une alimentation riche en farine et en sucre, vous allez favoriser les levures et donc diminuer les bactéries. Si vous prenez des antibiotiques, ils sont utiles parfois, mais vous allez là aussi torpiller un certain nombre de bactéries digestives. C'est pour ça que très souvent, on peut avoir des diarrhées lorsqu'on en prend des antibiotiques. Mais normalement, si l'antibiothérapie n'est pas prolongée, on récupère, pas tout à fait à 100%, mais pratiquement quasiment, notre flore d'avant-antibiothérapie. Troisième facteur de modification de la flore, c'est le cycle hormonal chez la femme. Il y a moins de lactobacilles bifidobactéries juste avant les règles et pendant les règles, et aussi au moment de la ménopause. Et c'est lié aux hormones sexuelles habituelles du cycle hormonal. On sait que chez les femmes ménopausées qui ont un traitement hormonal substitutif, on a une augmentation du nombre de lactobacilles bifidobactéries dans les selles de la patiente par rapport à celles qui n'en prennent pas. Et le dernier facteur important pour moi de cette dysbiose, ce déséquilibre des flores, c'est le stress. Le stress qui modifie en fait la flore. Ça a été bien montré dans des modèles animaux. Si vous stressez une souris dans sa cage, vous modifiez sa flore intestinale. Et très souvent, je rajoutais même un 5e facteur, c'est tous les métaux lourds qu'on a dans la bouche en particulier, que ce soit les fils dentaires, les amalgames dentaires, les couronnes, les implants, qui vont faire en fait des métaux lourds. C'est pas tellement le métal en soi qui est
vraiment problématique parce que très souvent, même le mercure que l'on a pu avoir sur des vieux amalgames, il a disparu, il n'est plus là, il n'est plus présent. Mais c'est le fait qu'il y ait des métaux différents qui vont faire ce qu'on appelle un courant galvanique et un effet pile électrique qui va en fait acidifier la salive et va favoriser donc une ambiance acide propice au Candida albicans, aux levures. Donc une personne, un adolescent qui souffre de syndrome de fatigue chronique, il faudrait presque le déconseiller d'avoir un appareil. Alors, il n'y a pas d'études pour répondre à cette question-là, mais je pense qu'effectivement, retarder la chose. La présence de métaux dans la bouche. Alors, on a beaucoup moins actuellement d'amalgame dentaire, même chez les jeunes. Les gens nés avant 75 avaient plus souvent des caries que nos jeunes actuels. Des plombages, des choses. Des plombages, oui, on avait énormément d'amalgame. On voyait bien les patients qui sont nés après 75, en général, avaient beaucoup moins de plombages. D'une part, parce que, je pense que la consommation de sucre était bien la même. Mais par contre, on a mis beaucoup plus de fluor, soit dans le sel, soit dans certaines eaux. On a donné du fluor aux enfants aussi pendant un certain temps, et on a limité en fait toutes ces caries dentaires. Donc ces métaux font acidifier la salive et favorisent la dysbiose qu'on va retrouver en général au niveau de la langue avec des gens qui ont une langue très chargée, très épaisse. Chez tous mes patients, ils avaient l'habitude de tirer la langue quand je venais les voir. Oui, donc le test, oui, pour savoir si on a le Candida albicans, parce que souvent c'est une question qui revient. Et vous faites tirer la langue et vous voyez qu'elle est un peu épaisse. Sinon, je crois qu'il y avait le test de cracher dans un verre aussi. Oui, alors ça, c'est pas rien efficace. C'est pas très scientifique comme technique. J'ai pendant longtemps recherché du Candida albicans, mais on en trouvait très fréquemment dans la bouche et dans les selles aussi, et ça n'avait pas forcément une valeur très importante. Ce qu'il aurait fallu, c'est avoir la charge, c'est-à-dire la quantité totale de Candida albicans. C'est des examens beaucoup plus compliqués à faire. Pour moi, les signes cliniques, la langue très chargée, une grande sensibilité des fosses iliaques droite et gauche étaient des signes fréquemment donc de candidose, et chez la femme, quand il y avait des pertes blanches, c'est aussi un des signes très fréquemment de candidose. Voilà. Donc, ce déséquilibre, c'est ne pas apporter ce qui nourrit les levures, c'est essayer d'apporter des probiotiques qui vont essayer de prendre la place, en sachant que ce qu'on va apporter ne va rester que 24 à 48 heures. Donc, il ne faut jamais arrêter les probiotiques, en fait. Non. À mon sens, il ne faut pas les arrêter. Sinon, 48 heures après, les levures qui sont sous-jacentes vont reprendre le dessus assez facilement. Il faut essayer de trouver le probiotique, enfin le mélange de probiotiques qui fonctionne pour une personne donnée, qui ne sera pas la même pour différentes personnes. Une souche n'a que 5% de chance d'être fonctionnelle pour une personne donnée. Donc, quand vous avez 4 souches, vous allez avoir 20% de chance. Quand vous avez 16 souches, vous avez 80% de chance que ce soit efficace. Donc, plutôt favoriser les mélanges où il y en a beaucoup. Et comment bien choisir son probiotique? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de vous avoir rencontré, qui essayent de se soigner toutes seules. Comment bien choisir le probiotique? Alors, il faut faire des essais. C'est-à-dire qu'on va faire un essai d'une première spécialité. Si cette spécialité améliore la personne, il faut continuer avec cette spécialité. Si ça n'améliore pas, on change de marque. Jusqu'à ce qu'on trouve, au bout de 2, 3, 4 essais parfois, la spécialité qui fonctionne bien. Donc là, c'est variable suivant les personnes. Et une fois qu'on a trouvé la spécialité qui marche bien, à mon sens, il ne faut pas en changer, ou alors, pour essayer d'en trouver une qui est moins chère, éventuellement, et je conseille plutôt pour diminuer le coût des probiotiques, de les mettre en culture. C'est-à-dire que lorsqu'on a trouvé une spécialité qui est efficace, on peut les mettre en culture de 2 manières. Soit, si on tolère les yaourts, en investissant dans une yaourtière et en faisant ces yaourts soi-même, en incluant simplement dans la fabrication du yaourt une gélule de probiotiques pour l'ensemble de la yaourtière. Et dans chaque yaourt qui sera fabriqué donc à partir d'une gélule au départ, on aura l'équivalent de 5 à 10 gélules facilement de probiotiques dans chaque yaourt. Donc ça, c'est la manière simple, mais il y a un certain nombre de patients qui ne tolèrent pas les produits laitiers. Donc l'autre manière, c'est de mettre en culture dans une bouteille d'eau. On prend de l'eau de source, alors plutôt de l'eau en bouteille et pas l'eau du robinet parce qu'il y a du chlore qui risque de tuer les levures si on ne l'a pas laissé reposer. Donc, dans 1,5 litre d'eau de source, on ouvre une gélule de probiotiques et on rajoute 3 petits morceaux de sucre. Là, on a le droit et il faut mettre du sucre. Je vais expliquer pourquoi. Il faut mettre du sucre parce que les bactéries, elles n'aiment pas se retrouver dans de l'eau pure. Si vous leur donnez rien à manger, les pauvres bactéries, elles vont très vite mourir même. Donc, il faut leur donner à manger et donc ça va fermenter dans la bouteille.
Alors, en température ambiante, il faut à peu près 24 à 48 heures pour que ça fermente. Dans la yaourtière, le temps de 6 c'était 12 heures. Voilà, En oui, fonction de... 6 à 12 heures à peu, c'est le temps. Une bactérie à bonne température, elle se multiplie par 2 toutes les 20 minutes, ce qui fait qu'au bout de 2 heures, vous en avez 64 fois plus. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, nous. Voilà. Mais après, donc, on attend 48 heures à température ambiante dehors, et puis une fois, on la met au frais et on boit à peu près l'équivalent d'un verre. Voilà, oui. Il faut mettre au frais parce qu'il faut bloquer un petit peu la réplication, parce que si il n'y a plus de sucre suffisamment à manger, les bactéries vont mourir aussi, ça va fermenter de trop. Au contraire, à ce moment-là, il peut y avoir des levures qui pourraient prendre le dessus par-dessus. Et puis, on en prend effectivement 1 à 3 verres par jour en fonction de ses besoins. Il vaut mieux même au début répartir à la prise pour éviter d'avoir des effets du type Alzheimer. Parfois, les probiotiques sont mal tolérés. Alors, ils peuvent être mal tolérés à cause de 2 choses. D'une part, par un effet d'Alzheimer, c'est-à-dire que les probiotiques, les bactéries fabriquent des antifongiques, ça va tuer les levures, et en libérant beaucoup d'antigènes de levure, ça va au début activer les lymphocytes, donc il faut y aller doucement pour éviter cet effet-là, qu'on va retrouver avec les antifongiques d'ailleurs. Et puis l'autre effet parfois des probiotiques du commerce, c'est qu'ils ont souvent des prébiotiques. Et les prébiotiques qui sont des hydrates de carbone, pour favoriser la multiplication normalement des probiotiques, peuvent favoriser dans certains cas des dysbioses de fermentation avec beaucoup de gaz, en non-odorants en général, mais qui vont donner des ballonnements chez les patients et donc qui vont aggraver souvent leurs troubles digestifs, leur colopathie fonctionnelle. Pour la crise de guérison, enfin réaction d'Alzheimer, j'y reviens parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a vraiment des symptômes. J'ai remarqué que c'était quand même souvent par rapport aux points faibles qu'on pouvait avoir. Nous, c'était par exemple des gastro. On a fait des réactions avec des gastro qui n'en étaient pas. Et souvent, les personnes, quand elles commencent, elles arrêtent parce qu'elles se disent « Oulala, j'ai commencé ça, mais je suis plus mal qu'avant, j'arrête. » Mais au contraire, il faut continuer, c'est bon signe. Oui. Et ça dure pas longtemps en plus. Voilà. Et on a vrai lieu après. Voilà, oui, donc c'est important effectivement de connaître cette réaction dite d'Alzheimer qui peut être liée au fait que les probiotiques peuvent induire cette réaction et les antifongiques que je donne toujours des antifongiques à dose très très progressive sous forme d'extrait de pépins de pamplemousse. Mais même avec une goutte d'extrait de pépins de pamplemousse, certaines personnes peuvent faire des réactions d'Alzheimer lorsqu'elles ont des décharges en levure très importantes. Mais malgré cette réaction, il faut bien diluer la goutte d'extrait de pépins de pamplemousse et augmenter progressivement, mais fermement, pour pouvoir éviter d'avoir un effet d'échappement. Parce que les levures qui vont être tuées, il y a toujours une, et si la dose n'est pas suffisante, comme avec les antibiotiques, quand on traite pas suffisamment fort, au début, on peut avoir des bactéries qui vont émerger parce qu'elles sont résistantes à une petite dose d'antibiotiques. Et parmi leurs descendantes, il y en a une qui deviendra très résistante à l'antibiotique eux-mêmes. Donc, il faut prendre des antifongiques, extrait de pépins de pamplemousse, à dose progressive pour éviter la réaction d'Alzheimer, mais à dose complète assez rapidement pour baisser complètement la charge en levure. Et si jamais les extraits de pépins de pamplemousse ne sont pas efficaces, pas totalement, ou plus efficaces, parce qu'au bout d'un certain temps, il peut y avoir aussi une résistance, il faut savoir changer d'antifongique pour, là encore, rebaisser la charge en levure. C'est comme ça que très souvent, lorsque je revoyais les patients, au bout d'1 an, j'étais obligé de leur donner un antifongique allopathique, la fingisone, ou la mycostatine, pour rebaisser la charge, parce que malheureusement, au bout d'un certain temps d'utilisation toujours du même antifongique, comme les extraits de pépins de pamplemousse, on peut avoir une résistance qui se met en place. Les extraits de pépins de pamplemousse, vous pouvez nous rappeler un petit peu la posologie, on commence par une goutte. Voilà, la posologie normale, c'est 3 fois 15 gouttes, plutôt après le repas pour qu'il en reste un peu dans la bouche après le repas. Pas se laver les dents après? Oui, il vaut mieux se laver les dents avant de prendre les extraits de pépins de pamplemousse pour que ça traite aussi la cavité buccale. Et donc, on va commencer doucement à 1 goutte 3 fois par jour et on augmente de 2 à 3 gouttes tous les 2 jours pour arriver à 15 gouttes 3 fois par jour. Et si on s'aperçoit que malgré ça, les troubles digestifs qui s'étaient améliorés reviennent, il faut prendre d'autres antifongiques comme du lapacho ou de l'aloe vera qui sont des antifongiques naturels. On trouve des antifongiques en fait dans toutes les huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles sont antifongiques. Cannelle. La cannelle, l'origan, l'arbre à thé, le tea tree. Le problème des huiles essentielles, c'est que l'on ne peut pas les utiliser au long cours comme les extraits de pépins de pamplemousse. En fait, ce sont les moyens naturels qu'ont les végétaux de lutter contre les levures. Les levures, les champignons, c'est ce qui fait pourrir les végétaux lorsqu'ils ne sont plus vivants. Et donc,
avant d'en arriver là, en fait, ils produisent des antifongiques pour éviter d'être la cible des levures des champignons. Et donc, on peut manger aussi des légumes crus. Les légumes crus sont riches en antifongiques. Parfois, les gens font des réactions d'Alzheimer avec de la salade. Comme parfois, il y a des personnes qui ont le candidat qui ne peuvent pas manger l'aliment cru. Oui, parce que justement, alors au début, il faut y aller tout doucement, mais au contraire, une fois qu'on a baissé la charge en levure, il faut essayer d'entretenir en prenant des légumes crus et des fruits crus, pas trop mûrs. Un fruit qui est trop mûr, qui commence à pourrir, c'est qu'il a plus d'antifongique et il a beaucoup de sucre, donc celui-là, il faut l'éviter. Par contre, le fruit qui est pas trop mûr, qui est encore parfois un petit peu acide, a des antifongiques et va avoir un effet antifongique sur la charge en levure que les gens peuvent avoir. Il est intéressant de prendre des fruits crus et pas des fruits cuits parce que la cuisson, en fait, va dénaturer complètement l'effet antifongique. Donc, il vaut mieux une pomme pas trop mûre, crue, qu'une pomme cuite. Compote. Les compotes, oui. Donc, les compotes sont à proscrire. Il y a du fructose, donc du sucre. D'ailleurs, si vous conservez votre compote trop longtemps au frigidaire ou en dehors du frigidaire, vous aurez très rapidement des champignons qui poussent dessus, alors que si vous gardez votre pomme, elle va se conserver pendant longtemps si elle est bien saine. Docteur, qu'est-ce qu'il faut éviter d'autre dans l'alimentation qui peut nourrir le candidat? Alors, il faut éviter donc tout ce qui pourrait contenir des antibiotiques cachés, tout ce qui est poisson d'élevage et les volailles d'élevage qui sont nourries souvent avec des antibiotiques pour avoir une croissance plus rapide. Les viandes rouges ne sont pas traitées en France avec des antibiotiques, mais sont plutôt pro-inflammatoires et donc sont plutôt à éviter aussi chez les patients qui ont une inflammation chronique comme la syndrome de fatigue chronique. Les corticoïdes, tout ce qui est corticoïdes, est important quand il y a de l'inflammation, mais ça favorise aussi en fait les hyperglycémies et donc ça peut favoriser le candidat albicans. Donc là aussi, c'est un peu à double tranchant quand on utilise de la cortisone chez ces patients-là. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous nous conseillez de prendre ces extraits de pépins de pamplemousse antifongiques tout de suite après le repas? Alors, c'est pour avoir un effet antifongique dans la cavité buccale, qui est le début du tube digestif, et il faut traiter souvent donc la cavité buccale où on trouve du candida. Dès que la langue est un peu chargée, c'est qu'il y a des champignons qui sont présents, et donc il faut détruire là aussi ce réservoir de candida dans la cavité buccale. Il faut y aller là aussi progressivement et permettre donc l'effet antifongique perdure dans la bouche, puis dans l'œsophage, parce que là aussi on peut avoir des œsophagites à candida albicans, puis dans l'estomac et dans tout le tube digestif. Docteur, pouvez-vous nous dire quels sont les symptômes où peuvent être incriminés le candidat albicans? Le candidat albicans donne beaucoup de symptômes et très variables d'une personne à l'autre. Les symptômes les plus fréquents, c'est quand même d'abord tout ce qui tourne autour de l'intestin, tout ce qui est donc colopathie fonctionnelle avec donc des troubles du transit, soit type de diarrhée, soit au contraire de constipation, des ballonnements, un état sabural, c'est-à-dire avec une langue très chargée. La crise de foie des Français, c'est souvent le candidat albicans. C'est pas le foie qui est en cause, mais c'est la dysbiose intestinale qui donne ce qu'on appelle la crise de foie. Et puis, ça va aussi donner des signes parfois à distance. L'urticaire chronique peut être liée à la présence de candida albicans dans l'intestin. D'autres maladies de peau pourraient avoir une origine partielle. Là aussi, je suis très prudent, mais dans une dysbiose avec une dysbiose fongique. Je pense en particulier au psoriasis, peut-être, certains eczémas aussi. Quoique dans l'eczéma, souvent, il y a du staphylocoque doré, mais c'est là aussi une cause... L'acné qui revient souvent peut être... L'acné, alors c'est cutané, mais il y a vraisemblablement un facteur digestif, mais là, je ne sais pas. On dit que la peau est la poubelle des intestins. Donc, quand on a un peu d'acné, c'est qu'on n'est pas en bonne santé intestinale? Peut-être. Alors, je ne suis pas du tout dermatologue. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de pathologies de la peau qui sont améliorées lorsqu'on traite l'intestin. Il y a beaucoup de pathologies, donc il y a les pathologies de la peau, mais il y a toutes les maladies auto-immunes, que ce soit des maladies articulaires, la spondylarthrite ankylosante, ils ont pratiquement toujours une candidose. Même dans le lupus érythémateux disséminé, je pense qu'il y a derrière des troubles digestifs importants.
Ça a été montré aussi un peu dans les thyroïdites. Oui, thyroïdite, ça oui, j'avais lu quelque chose là-dessus où il y avait des personnes qui souffraient de la thyroïde et des traitements, en fait, n'agissaient pas, c'était en dents de scie. Ça montait, ça descendait et donc souvent, c'est les candidats qui est responsable. Il y a un endocrinologue qui est décédé maintenant, malheureusement, le docteur David, qui avait fait une étude et qui avait montré qu'en début de maladie de la thyroïde, de la thyroïdite en général, au départ, il y avait toujours des troubles de la perméabilité intestinale. Ces travaux n'ont pas été repris par derrière, mais on rapprochait ça d'autres études qui ont montré que dans ces thyroïdites, il y avait souvent des problèmes de yersignose. La yersignose, alors la plus grave, c'est ce qui donne la peste, mais il y a des yersignoses banales qui sont fréquentes dans la population générale, mais qui possèdent des homologies de surface de la membrane de la bactérie avec le récepteur pour l'hormone TSH, l'hormone de la thyroïde, qui stimule la thyroïde. Et donc, chez ces patients qui fabriquent des anticorps anti-Yersinia, ces anticorps pouvaient peut-être expliquer l'atteinte des cellules qui sont porteurs du récepteur de la TSH. Donc pour les personnes qui ont des troubles de la thyroïde, est-ce qu'il faudrait leur conseiller d'abord la piste anti-candida? Candida, je sais pas, mais équilibrer au mieux l'intestin, oui. Il faut pas non plus peut-être dire que c'est toujours le candida, oui, mais c'est la dysbiose. C'est la dysbiose intestinale. Ça peut être d'autres, vraisemblablement dans d'autres champignons que le Candida albicans, comme le Saccharomyces qui est très fréquent. Et rappelez-nous ce qu'est une dysbiose intestinale. Une dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore normale qui fait que normalement, cette flore vit en bonne entendeur avec l'individu qui l'héberge, qui lui fournit des tas de vitamines que l'on ne sait pas fabriquer, qui stimule le système immunitaire qui est à 70% dans le système digestif. Et donc, cette flore intestinale, elle est la première porte pour bloquer l'invasion des agents pathogènes et pour stimuler le système immunitaire pour qu'il ait une action correcte, à la fois de tolérance de ce qu'il faut tolérer et de rejet de ce qu'il faut rejeter. Très bien, docteur. Merci docteur encore de nous avoir accompagnés sur cet épisode. On en apprend toujours beaucoup, c'est très instructif. Le prochain épisode, on abordera le stress et les émotions, comment les gérer, puisque comme vous nous l'avez expliqué, c'est primordial pour guérir ou aller mieux. Donc on se retrouvera pour ce 3e épisode. Puis on abordera peut-être aussi cette fameuse méthode Tipeee plus profondément. C'est effectivement des choses c'est une des parts importantes à traiter quand on traite un patient. C'est toute cette partie sensibilité au stress et donc effectivement je vous dirai un petit peu ce que j'ai pu faire là-dessus. Bon, c'est très gentil à vous. Merci encore 1000 fois docteur. De rien. Et à bientôt.